Bonjour, je suis Juliette de Think Tank Annexio. Je suis aujourd'hui avec Thomas Gestan de Parlons Futur. Thomas, tu m'as parlé d'un article qui fait actuellement débat sur les risques de développer les Seemingly Conscious AI. Déjà, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ce que c'est et quelle est la raison qui pousse au débat? Oui, merci Juliette pour la question. Donc, effectivement, on parle d'un essai écrit par Mustapha Suleyman. C'est le directeur de l'IA chez Microsoft. Donc, on parle vraiment de quelqu'un de très sérieux. C'est lui-même d'ailleurs un ancien, enfin un cofondateur de DeepMind qui a été racheté par Google ensuite, qui est passé par les plus grands labos. Et il a écrit cet essai sur les Seemingly Conscious AI, donc les IA qui ont l'air d'être conscientes. Et il explique qu'en fait, elles vont présenter de grands risques pour le grand public et il faudra absolument que les grands labos qui développent ces IA installent des garde-fous pour prévenir les pires risques et mettre en garde le public. Parce que si on ne fait rien, on y va tout droit. Donc, ça nous amène au sujet de la conscience. Lui, d'entrée, il coupe l'herbe sous le pied à l'objection. Il explique que le sujet, c'est même pas de savoir si les IA que l'on va bientôt développer seront conscientes ou non. Ça, c'est un problème philosophique très compliqué. On va y revenir quand même un peu plus loin dans la vidéo, parce que ça fait quand même partie du sujet. Mais lui, ce qu'il dit, c'est qu'on n'a même pas besoin de vraiment savoir si elles vont le devenir ou pas conscientes. Tout ce qui compte, c'est qu'elles auront l'air de l'être pour le grand public. Et c'est ça qui est très inquiétant, parce que une IA qui a l'air d'être consciente, en fait, c'est comme si j'avais l'impression vraiment d'avoir un autre être humain, une autre entité un peu humaine, un peu consciente par écran interposé avec qui j'interagirais et avec qui je pourrais nouer des relations pour le pire comme pour le meilleur, mais qui pourraient basculer dans la dépendance. Et d'ores et déjà, on assiste à toutes sortes d'exemples assez sidérants, alors qu'on en est encore à des large language models, donc des modèles de langage qui reproduisent le langage, mais qui sont loin d'être parfaits, qui affabulent. Et pourtant, on a des gens qui tombent amoureux déjà de leur IA, on a des gens qui sont amenés au suicide du fait de longs échanges avec leur IA, on a des gens qui développent des psychoses. Ils deviennent fous, en fait, parce que ils plongent dans un espèce d'échange sans fin avec l'IA et ils arrivent à s'auto-convaincre avec l'IA de toutes sortes de choses et en fait, ils pètent un plomb. Et donc, avec de la paranoïa, etc. Donc, il y a déjà toutes sortes d'exemples. Et ce n'est que le début, parce que ces IA sont encore finalement assez imparfaites. Et justement, Mustapha Suleyman, il tire la sonnette d'alarme, il dit c'est maintenant qu'il faut en parler, parce que là, on y va tout droit. Ce qui manque encore à ces IA de langage pour qu'elles aient vraiment l'air d'être conscientes pour une bonne partie publique, on va dire que c'est peut-être un peu plus de cohérence encore, parce qu'il y a peut-être encore trop d'affabulation, et aussi le fait d'avoir une personnalité, mais qui persiste dans le temps. Euh, ce à quoi en fait est associée la mémoire. Parce qu'aujourd'hui, on a des IA déjà qui commencent à avoir de la mémoire, qui se souviennent de ce qu'on a pu leur dire et qui vont répondre en fonction de ce qu'elles ont déjà pu me répondre par le passé. Mais c'est encore balbutiant, c'est pas parfaitement au point. Ça devrait se généraliser. Donc, d'ailleurs, ça pose un problème plus large d'un point de vue économique. Est-ce que ces IA, en fait, c'est des IA un peu Kleenex, genre, je me sers d'une IA, puis peut-être que je peux passer à l'IA d'un autre éditeur, et comme ça, je butine entre les IA, etc. On en est encore un peu à ce stade aujourd'hui. Mais très vite, quand les IA vont développer de la personnalité et justement de la mémoire, on va peut-être devenir accro à notre IA, justement, et on ne voudra plus utiliser d'autres IA parce qu'en fait, on aura investi tellement de temps dans nos échanges avec une des IA, elle nous connaîtra tellement bien qu'en fait, ça nous paraîtra dingue de vouloir en changer. On aura développé quelque chose d'un peu d'émotionnel, il y aura eu trop de temps investi. Et donc, euh, aujourd'hui, on n'y est pas encore, mais on voit bien qu'on y serait bientôt. Et Mustapha Suleyman explique qu'effectivement, les problématiques techniques pour y arriver, à ces IA qui ont l'air d'être conscientes, encore une fois, on ne s'occupe même pas de savoir si elles le seront vraiment ou pas, mais ces IA qui auront l'air d'être conscientes pour bon nombre d'entre nous, ben en fait, les ingrédients techniques qui manquent, ils sont quasiment déjà là sur planifier. Enfin, il n'y a pas de problématique, de complexité trop grande. Ça ne devrait pas résister à quelques mois, voire quelques années de développement. Donc, on y est tout juste. Je parle là d'IA en plus qui repose sur du texte, mais il faut bien imaginer qu'il y aura aussi, il y a déjà en fait la voix, on peut échanger assez largement avec la voix, avec une IA, mais demain encore plus, avec des voix encore plus réalistes, des timbres de voix vraiment qui font penser qu'on a affaire à un être humain. Euh, la vidéo, évidemment, alors c'est très énergivore, mais bientôt aussi, on pourra dialoguer avec un espèce d'avatar photoréaliste
en 3 dimensions, comme ça, par lunettes de réalité augmentée, virtuelle, ou même sinon par sur mon écran, j'aurais vraiment l'air d'avoir un être humain en face de moi, avec les bonnes mimiques faciales, la bonne fluidité. Enfin, ce sera bluffant. Voilà les chances qu'on a, toi et moi, là, bah, demain, ça pourrait être quasiment d'aussi bonne qualité. Et donc, il faut bien voir que si sur la forme, on a cette espèce de degré de perfection, et que sur le fond, on a une IA qui développe sa personnalité unique, avec ses sautes d'humeur, et qui développe avec moi une relation bien particulière, et qui me connaît avec une mémoire dans le temps, bon, bah, on a un peu tous les attraits de ce que pourrait être une relation avec un être humain par écran interposé. Et donc, voilà les pièges qui se présentent à nous, quoi, de dépendance, mais aussi de manipulation. On peut imaginer je sais pas moi, un éditeur d'IA qui développe des IA, les gens en tombent accro, puis en fait, après, la personne en profite pour soutirer de l'argent, ou pour faire toutes sortes d'actions dans le monde réel, pourquoi pas des actions de terrorisme. Enfin, on peut imaginer le pire. Et donc, on y va tout droit. Et Mustapha, lui, il sonne, il tire la sonnette d'alarme, et il dit non, non, il faut que, en fait, ce qu'il explique, c'est qu'en fait, faut qu'on s'impose des contraintes, qu'on se tire entre guillemets des balles dans le pied. On pourrait nous faire des IA vraiment très réaliste par rapport aux êtres humains, etc. Mais justement, il ne faut pas qu'on y aille, il faut qu'on mette des avertissements, il faut qu'on prévienne, il faut limite qu'on fasse bugger nos IA de temps en temps, il faut sans cesse qu'on rappelle aux utilisateurs, non, attention, là, ce n'est qu'un outil, ce n'est qu'un outil. Et d'ailleurs, il y a un mouvement paradoxal qui pourrait nous conduire en fait à nous donner beaucoup d'options pour éditer la façon dont l'IA nous parle, pour qu'on comprenne bien qu'on a la main dessus et que c'est un outil. Alors qu'à l'inverse, si un éditeur enlève toutes les possibilités d'édition et nous donne accès à une IA en fait qu'on ne peut pas changer, qu'à son identité, son apparence, son timbre de voix, sa façon de nous parler, ses sautes d'humeur, et aussi de la mémoire, bah, en fait, cette IA, elle serait presque trop humaine. On n'aurait pas de prise sur elle. Ce ne serait pas un outil, en fait. Ce serait une espèce d'entité qui parfois nous tiendrait tête, qui aurait envie de parfois nous parler, parfois non. Et donc ça, ce serait trop dangereux. Et donc il faut faire exprès de s'interdire de mettre au point ce genre d'IA en ajoutant en fait des freins justement et des barrières, et pour qu'on ait conscience à tout moment que c'est juste un outil qu'on a entre les mains. Donc, Ouais. ça fait débat, parce que justement, il y en a certains qui disent non, mais attendez, si les IA, déjà, peut-être que les IA seront vraiment conscientes, et si elles le deviennent, ou si on ne peut pas prouver qu'elles ne le sont pas, peut-être qu'il faut leur donner des droits, peut-être qu'il faut s'interdire de les débrancher, peut-être qu'il faut commencer à militer pour qu'elles aient des droits. Donc, bon, les êtres humains essaient déjà de faire mieux pour eux-mêmes. Maintenant, on essaie Mm. aussi de prendre un peu plus soin des animaux, mais s'il faut commencer à se soucier du bien-être des IA, on n'est pas Ouais. sorti de l'auberge, quoi. Ouais, il y a d'autres priorités peut-être. Mais c'est vrai qu'il faut que ce soit de plus en plus réglementé, et c'est nécessaire, je pense, d'y mettre des freins, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le discernement nécessaire pour se rendre compte qu'une IA, c'est pas une personne, et qu'ils n'ont pas quelqu'un de vrai derrière l'écran, quoi. Ah, mais carrément. Et donc, oui, encore une fois, d'ores et déjà aujourd'hui, avec nos outils qui, ô combien sont limités, on a déjà des cas hallucinants. Il y avait un éditeur qui permettait de dialoguer de façon un peu coquine avec des IA. Et à un moment donné, ils ont fait une mise à jour pour justement que ça soit plus possible. Et en fait, il y a des mecs qui sont tombés en dépression, ils ont harcelé de messages les éditeurs. Non, mais rétablissez l'ancien mode. Nous, on avait développé une relation. Là, je comprends pas. J'ai l'impression de parler à quelqu'un qui a eu un accident de la route, qui est dans le coma. C'est pas possible. Les gens étaient vraiment pas bien, quoi. Et là, on se dit, mais c'est dingue, il parle juste à une IA, et voilà où on en est. Donc, mais ça, à la limite, comme je disais, c'est pas le pire. Il y en a qui se sont suicidés, il y en a qui peuvent s'auto-convaincre de commettre un attentat. Enfin, ça peut, si ça devait tomber entre de mauvaises mains et se généraliser, ce serait très, très inquiétant. Donc, effectivement, il est temps de s'en inquiéter. Et alors, pour creuser un poil plus, en fait, pour parler de la conscience, qu'est-ce que c'est que la conscience? Alors, bon, moi, j'ai un peu regardé le sujet. Il y aurait plus de 20 théories sur ce que c'est la conscience. Donc, c'est pas moi qui vais aujourd'hui philosopher pour tout détailler. Mais s'il faut essayer de dégager une définition qui fait sens pour nous en tant qu'utilisateurs, parce que ça va jouer là-dessus, c'est en tant qu'utilisateur lambda, c'est à la conscience. Donc, il faut en revenir à une définition qui est assez simple, qu'on peut tous appréhender. Et de ce que j'ai un peu lu, ce qui semble en ressortir, c'est que être conscient, en fait, c'est être une entité qui est douée de sens, donc qui peut percevoir le monde autour d'elle depuis son angle à elle, depuis sa perspective, à un instant T, à un endroit donné.
Donc, ça veut dire, par exemple, toi et moi, on est tous les deux des êtres humains, on a tous les deux 5 sens, mais ma perception, mon point de vue, ça sera jamais le tien parce que je suis pas au même endroit, je suis pas, enfin, et pas forcément au même moment. Et puis, même si on était au même endroit, avant-hier, on n'était peut-être pas au même endroit. Donc, en fait, depuis qu'on est né, on a développé une perception de notre environnement, et donc ça nous a doté de notre conscience propre. Et donc, voilà, donc cette notion de conscience, c'est cette idée d'avoir des sens pour percevoir le monde autour de nous depuis notre propre point de vue. Et voilà, chaque entité consciente aura son propre point de vue. Dans le temps, il y a une notion de durée et de mémoire aussi. Si c'est juste une conscience qui dure une demi-seconde et qui disparaît, ça n'a pas trop d'intérêt. La conscience, c'est le fait d'avoir des souvenirs, de savoir un peu ce qui se passait avant et de savoir qu'a priori, je vais encore exister demain. Et justement, j'ai pas envie de mourir. Je veux continuer à exister. Je veux qu'il y ait cette permanence le plus possible. Donc, voilà, je suis un peu conscient de ça. Donc voilà une idée de ce que peut être la conscience. Et alors en philosophie justement, ils expliquent que je pourrais jamais prouver que tu es consciente. Moi, je sais que je suis conscient, mais je pourrais jamais prouver que tu l'es. Ça se trouve, tu me montres tous les attraits de la conscience, que ça se trouve tu l'es pas intérieurement, et je pourrais jamais vraiment le prouver. Donc c'est d'ailleurs où ça devient de la métaphysique parce qu'on peut pas vraiment le prouver, etc. Et c'est là où pour moi ça devient peut-être un peu moins intéressant. Mais justement, les gens poussent plus loin le débat et disent mais ouais, mais si l'IA, elle nous présente toutes les caractéristiques de la conscience, quelle que soit la définition qu'on s'en donne, si elle en présente toutes les caractéristiques, qui sommes-nous pour dire qu'elle n'est pas consciente, tu vois? Et évidemment, est-ce que c'est si important que ça de savoir si elle l'est vraiment ou pas? Si vraiment, à tout point de vue, elle coche toutes les cases et que j'ai vraiment l'impression qu'elle me dit non, mais ne me débranche pas, ça va me faire mal et tout ça. Au bout d'un moment, est-ce qu'on va pas se prendre de sentiments et on va se dire, bah, finalement, on a développé quelque chose qui a sa personnalité, qui a son existence. Et si je le débranche, bah, c'est fini. Et si je le débranche pas, bah, elle va continuer, tant bien que mal, bah, elle a été programmée. Alors, on pourra se dire, c'est artificiel, ça a été programmé, mais un peu comme nous, on a notre programmation avec notre génome au départ, ou comme un animal. Un animal, bon, on va dire qu'il est moins intelligent que nous, mais il a des émotions. Depuis son point de vue, il vit toutes sortes de choses. Et alors oui, il est plus limité, mais on sent qu'il a quand même une conscience. Bah, si on arrive à développer ça dans la machine, et même si c'est artificiel, est-ce que derrière, ce serait pas légitime de se dire non, mais ce serait cruel de le débrancher? Bon, c'est des questions. Certains philosophes vont nous dire, mais non, ça n'a aucun sens, ce n'est qu'une machine, ça n'est qu'un tas de ferraille. Puis d'autres vont nous dire, ouais, mais moi, si j'ai développé des sentiments, une affection comme je pourrais en avoir pour un animal, pour mon poisson rouge, oui, c'est cruel de le détruire, de le débrancher. Et donc, à ce titre-là, non, il faudrait qu'il y ait des mesures quand même pour les protéger, et on devrait avoir le droit, en fait, de développer ce genre d'outils. Parce que Mustapha Suleyman, ce qu'il explique, c'est non, non, il ne faut pas développer ce genre d'entités pseudo-conscientes, parce que c'est trop dangereux, on ne sera pas capable de les gérer. Mais d'une certaine manière, c'est un peu liberticide. Parce que oui, il va y avoir des inconvénients, mais il pourrait y avoir aussi des avantages. Quand on pense à la solitude de certains seniors ou même de certaines personnes aujourd'hui dans nos sociétés, pourquoi pas? Pourquoi juste se borner à se dire non, non, mais ce sont que des outils, que des tas de ferrailles ou que des machines. Donc en fait, tu parles à un robot, t'es bête, ça sert à rien, tu perds ton temps. Pourquoi pas prendre de recul et se dire non, mais en fait, c'est une forme d'entité pseudo-consciente peut-être, mais un peu consciente quand même. Peut-être pas autant qu'un être humain, évidemment, peut-être même pas autant qu'un animal, mais peut-être un peu quelque chose quand même. Et donc, c'est respectable de se dire que je passe du temps à parler à ce genre d'entité, finalement. Tu vois, c'est un point de vue philosophique. Et Mustapha Suleyman, il est très tranché. Alors lui, il est aux avant-postes et il a accès à toutes sortes de témoignages, donc il sait peut-être un peu plus de quoi il parle que nous. Mais je pense qu'il y a matière à débat. Pour moi, c'est pas tranché. Il faut suivre ça, mais c'est fondamental parce que ça nous ramène à cette idée de conscience qui nous définit, nous, pour ce qu'on est, nous, les êtres humains. Hein. C'est ce qui nous distingue quand même. On prétend avoir une conscience un peu plus grande que les animaux. On a fondé quand même notre civilisation sur l'humanisme, ce que c'est qu'être humain. Ça repose quand même sur la conscience. Justement, à un moment où on se dit en plus que alors qu'on pensait être les plus intelligents à tous les niveaux, on se rend compte qu'il y a plein de sujets sur lesquels finalement, parfois même les animaux vont être plus intelligents que nous, ou alors la machine va être plus capable que nous. Donc on se dit bon bah ok, on va laisser l'intelligence pure et dure un peu à la machine sur plein d'aspects, mais nous au moins il nous restera les émotions. Bah oui, mais si on développe une IA qui ok, a de fausses émotions, mais elles ont l'air plus vraies que nature et elles sont convaincantes et ça nous rassure et certains se sentent bien en leur compagnie. Pourquoi pas? Tu vois, qui sommes-nous pour tu vois, pour les interdire éventuellement de vivre de tels moments. Donc, c'est un des débats qui anime la sphère IA en ce moment. Bah, c'est un débat très intéressant, mais c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment savoir si les personnes avec qui on échange ont conscience, donc encore moins quand on parle avec une IA, mais ça revient toujours à certains problèmes de dépendance. Donc, c'est plutôt ce côté-là qu'il faut encadrer, sur lequel il faut faire attention pour éviter qu'on arrive dans les extrêmes
des bons et des mauvais côtés de l'IA. Ouais, et je rajouterais aussi peut-être que, alors cette notion de conscience, pour moi, il y a peut-être aussi cette idée de plusieurs niveaux avec, tu vois, par exemple, la conscience de base, c'est peut-être l'animal le plus simple, il a à peine conscience d'exister, mais il a quand même envie de survivre et il a conscience que, justement, c'est la lutte pour la survie, donc soit je mange, soit je me fais manger, c'est déjà une espèce de forme de conscience vraiment très simple. Alors évidemment, après, j'accélère et j'arrive à la conscience de nous, des êtres humains, mais finalement, pour beaucoup d'entre nous, en fait, on est juste là à regarder pas plus loin que le bout de notre nez. Nous, à la limite, notre famille, on veut vivre notre vie. On ne se soucie pas trop de ce qui s'est passé avant nous. On ne se soucie pas trop de ce qui se passera plus largement. Et on ne se soucie pas dans le futur. Et on ne se soucie pas trop de ce qui se passe dans le reste du monde. Tu vois, c'est un niveau de conscience. Mais alors, donc, enfin, dans lequel se retrouvent beaucoup d'êtres humains, mais aussi parce que ils sont déjà très accaparés par leur travail, ils ont beaucoup de responsabilités, donc ils n'ont pas beaucoup le temps de voir bien plus que ça. Puis il y a des gens qui ont, par la force des choses, peut-être un peu plus de temps ou plus d'intérêt, et ils se soucient plus largement, au-delà de leur petite vie à eux, ils se soucient plus largement, tiens, ils s'intéressent au passé, à l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé depuis 5000 ans. Ils s'intéressent au futur, mais qu'est-ce qui va se passer demain et pour les prochaines générations. Et puis ils se soucient de ce qui se passe dans le reste du monde. Moi, ça va bien pour moi, mais qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays où des enfants qui meurent de faim. Donc ça, évidemment, chacun à son niveau, chacun fait comme il peut. Il y en a qui n'ont rien, mais qui arrivent à tout donner aux autres malgré tout. Enfin, tout est possible. Mais tu vois, je trouve que c'est un niveau de conscience supplémentaire quand tu t'intéresses dans l'espace à ce qui se passe très loin de toi et dans le temps avant et après, tu vois. Et alors après, il y a un extrême, c'est un autre mouvement philosophique. Alors eux, peut-être qu'ils pourront se targuer d'avoir le niveau de conscience le plus élevé, mais en fait, ça en devient flippant. C'est parce qu'ils vont te dire, moi, je me soucie du bien-être des dizaines de milliards d'êtres humains qui pourraient exister dans 1 million d'années. Et donc, à ce titre-là, il faut peut-être être prêt à prendre des mesures drastiques aujourd'hui, même si ça complique la vie à des millions, voire des milliards d'êtres humains aujourd'hui, parce qu'en fait, je sais que ça va peut-être permettre à plus de monde d'être plus heureux dans 50 000 ans. Alors là, tu te dis, mais attendez, les gars, là vous allez trop loin dans votre délire de conscience, ça va beaucoup trop loin, parce que comment vous pouvez savoir que vos actions aujourd'hui auront un tel impact? C'est très incertain. Et donc, tu vois, où est-ce que tu mets le curseur? Parce que c'est vrai que tu te dis, normalement, 10 vies humaines valent plus qu'une vie humaine, d'une certaine. Donc, si tu peux prouver mécaniquement que ce que tu fais aujourd'hui, ça va coûter peut-être une vie d'une façon ou une autre, mais ça va en sauver 10 ou ça va permettre à 10 vies d'exister demain, certains vont dire que non, mais il faut le faire. Mais d'autres vont dire, bah non, parce que tu n'es pas sûr. Donc, une vie aujourd'hui, c'est une vie, tu vois. Et ça Ouais. nous ramène à plein de dilemmes en intelligence artificielle, justement, où tu sais, ils essaient de programmer un véhicule autopiloté par l'intelligence. Et le véhicule, soit il va écraser un jeune, soit il va écraser une personne âgée. Donc, qui c'est qui doit choisir? Toi, tu dois programmer l'IA pour savoir ce qu'elle doit faire dans un tel scénario. Alors, évidemment, c'est des scénarios fictifs et c'est très probable que ça apparaisse. Mais tu vois, même pour des questions d'assurance et autres, à un moment donné, il faut peut-être prévoir ce choix quand même. Si j'ai le choix entre écraser, par exemple, 2 personnes âgées ou une personne jeune qui a toute la vie devant elle, qu'est-ce qu'on programme enfin, comment on programme l'IA? Comment on la laisse décider? Est-ce qu'on laisse faire le hasard? Est-ce qu'on se dit non, il faut mieux sauver la vie du jeune, il a la vie devant lui, et tant pis pour les 2 personnes âgées? C'est que c'est cruel, c'est terrible, tu vois. Et si j'ai le choix entre écraser un être humain ou 100 chiens, tu vois, qu'est-ce que je choisis? Enfin, tu tombes dans des délires aussi pas possibles. Et en fait, on n'a pas de réponse vraiment à ça. Mais pareil, ça suppose de jauger enfin, d'abord une conscience peut-être un peu plus, alors, plus élevée déjà que juste notre vie à nous. Mais tu vois, Mm. ça peut aussi tomber dans des excès dingues. Et c'est assez flippant parce qu'il y en a, ils sont vraiment piqués et ils vont très très loin dans ce délire-là. Tu vois, il y a un courant comme ça en philosophie, quoi, où justement ils veulent prévoir trop longtemps à l'avance ce qui va se passer et voilà, quitte à faire des sacrifices aujourd'hui. Donc je trouve que là, ça peut atteindre ses limites aussi. Donc Ouais. à la limite, Mustapha Souleiman, lui, il recentre un peu le débat et il explique que voilà, faudrait peut-être pas mettre le doigt dans l'engrenage. Donc bon, à voir comment l'écosystème réagit. Et en fait, j'ai envie de dire, bon, il se fait plaisir, il publie ça, c'est un cri du cœur peut-être, etc. Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire face à tous ces géants déjà aux États-Unis, avec tous les investissements qui sont faits, qu'il va falloir rentabiliser, hein, parce que là, quand tu vois les sommes investies dans les data centers et autres, pour les rentabiliser, va falloir y aller, hein, parce que pour l'instant, on profite de l'IA presque gratuitement, tout un chacun, tu vois. Donc, on se demande comment. Et donc, tu as une pression quand même énorme. Et puis, sans parler de la Chine, après, tu as une pression concurrentielle capitalistique au sein des États-Unis, puis après, tu as la concurrence de la Chine. Donc, tu te dis, mais même si ces gens-là ont raison, mais comment on va faire? En fait, ça va forcément voir le jour. Et puis, tu sais, en plus, il y a l'open source. Tu rajoutes à ça l'open source. Donc, tu as des gens qui Mm. peuvent prendre de l'open source et te faire packager ça et te faire cette IA justement sur laquelle tu n'as pas trop la main. Elle a sa personnalité, elle a son timbre de voix, elle a mis son apparence et tu dois faire avec et tu développes une relation et le risque de dépendance est à nouveau sur la table, etc. Donc, moi, je vois pas trop comment
on fera pour Ouais. l'éviter, même si on se rend compte que ce serait dangereux, tu vois. Donc c'est à la fois fascinant mais inquiétant. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Mais bon, donc l'avenir nous dira très vite. C'est ça qui est assez dingue avec l'IA, ça va très vite. Voilà, ça va très vite, on aura assez rapidement les réponses, je pense. Bah, merci beaucoup en tout cas Thomas pour toutes ces explications. Je t'en prie, merci à toi, Juliette.